disait que la moitié des femmes qui sont en obésité ont souvent eu des attouchements sexuels, du harcèlement aussi sexuel. C'est vrai que la femme a beaucoup de pression dans notre quotidien, puisqu'il nous faut la réussite sociale, professionnelle, familiale et tout. Les hommes aussi commencent, on a plus de femmes opérées que d'hommes. Moi, ce que je trouve très enrichissant dans l'association, alors je suis la plus vieille opérée, j'aurais voulu avoir quelqu'un de... Mais voilà, à 11 ans et demi, on n'avait pas le même suivi comme on avait aujourd'hui. C'est une chance bénéfique qui est une évolution de la prise en charge en préopératoire et en post-opératoire. Ça continue. Il va y avoir encore un peu plus de restrictions parce que il ne faut pas que ce soit aussi une chirurgie de masse, parce que derrière il y a une conséquence de santé, de prise de conscience des compléments vitaminiques, du suivi psy et diète, parce que souvent, une fois qu'on a perdu, entre guillemets, on s'est allégé d'un poids, on pense que ça reste toute sa vie. Et c'est pas un long fleuve tranquille, on ne mangerait que ça. Moi je dis diabète magique, je la prends déjà pour moi, puis après je te l'offre si tu veux. C'est gentil, c'est voilà. Mais ce soutien à l'association, elle est aussi vachement importante parce que ça nous fait du bien, puis l'entourage. N'oublions pas que l'entourage aussi est à prendre en charge. Il y a quand même des cas de divorce. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des taux de suicide aussi. Et donc ça montre encore l'importance du suivi préopératoire et la prise de conscience et le post-opératoire à vie. C'est une maladie chronique, on n'en guérit pas. Non, ça j'en suis consciente. Et grâce à tous tes échanges et ce suivi à vie, le suivi psy, pour moi et diète, c'est vraiment primordial. Et tu l'avais dit dès le début, mais voilà, je le sentais. Mais je pense que c'est vraiment important de ne pas rester seul face à ça. Je vais te donner la parole après, Nat. Ce qui est important aussi que vous sachiez au congrès, ce qui est ressorti, c'est qu'aujourd'hui on a des traitements médicamenteux qui permettent d'accompagner les personnes qui ne veulent pas aller à la chirurgie d'obésité ou qui ne peuvent pas en bénéficier. Ce ne sont pas aussi des baguettes magiques, on en revient toujours au même, c'est des outils, c'est une aide. Derrière, il y a vraiment un changement du comportement, d'hygiène de vie, et on ne peut pas le faire tout seul. Donc il faut vraiment avoir des équipes qui sont formées. C'est pour ça qu'à l'association et mon intervention et vos interventions des bénévoles, des adhérents au sein des équipes médicales, mais également dans les centres de formation, c'est aussi les accompagner dans cette démarche-là. C'est important de prendre la globalité de la personne et pas traiter la conséquence qui est le poids. Derrière, il y a plein de choses à découvrir. Donc ça, c'est important. Nathalie ? Alors moi, il y a une question qui revient beaucoup en ce moment dans mon entourage, amis, famille. C'est est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir perdu du temps? Pourquoi tu n'as pas fait cette opération plus tôt? Et toi, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Je me dis que la vie m'a offert encore une seconde chance, une troisième, une quatrième. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Et non, moi je pense que les planètes étaient alignées maintenant, c'était pas un autre jour. Moi je leur réponds ça. Mais ouais, je pense que moi j'ai mis beaucoup de temps à décortiquer les choses. J'ai eu besoin de ce temps et que c'était nécessaire pour moi. Le monde s'est pas fait en un jour, et ben, moi je me suis pas fabriquée en un jour non plus. Et voilà. On va s'attendre à la même réponse. J'espère. Disons que c'est un projet de vie, on en revient toujours au même, c'est-à-dire que quand on veut avoir un enfant, il y a 9 mois de grossesse, avec tout ce qui se passe, les épreuves de la vie, tout ça. Et construire une maison, voilà, ça nécessite une bonne année. Et c'est vrai que quand on dit en Franche-Comté, c'est entre... Alors les recommandations, c'est 6 mois, normalement. Moi, je pense que c'est pas le temps, c'est l'application du patient. C'est est-ce qu'il prend conscience de ce qui va se passer derrière. Alors c'est l'inconnu, certes, mais c'est mesurer que derrière... ce ne sera pas forcément un long fleuve tranquille. Moi, je souhaite que ça se passe le meilleur possible, c'est ce qu'on veut dans la vie. Simplement, c'est que quand les difficultés arrivent, d'avoir ce déclic de dire ça, je l'ai entendu quelque part, et comment je fais pour y arriver. Et quand on ressent vraiment les difficultés, de savoir où taper à la porte, vers qui se tourner. Ne pas hésiter à voir son chirurgien, ne pas hésiter à revoir son équipe médicale, et on change. Parce qu'avant, on a notre préopératoire, des fois on nous les impose, entre guillemets, puis des fois ça passe pas forcément bien. Ce qui est important, c'est que, comme disait très bien Fanny, la relation avec le soignant, elle est hyper importante, mais des deux côtés en fait. Parce qu'ils ont des casseroles eux aussi, et nous aussi on a des casseroles. On a tous nos représentations, ce qui est tout à fait humain. Je pense que c'est pas trop le temps en moi, c'est le temps qu'on se met de se dire, ok,
là je prends un temps pour moi et je mets le temps. Et c'est ce que tu expliques bien, l'alignement des... Alors même si la chirurgie, tu nous as fait peur, quand on voit les chirurgiens sortir blancs, on s'est dit, oh, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Il fallait tailler jusqu'au bout. Hein. C'est ça. Mais voilà, ça montre bien que c'est pas une chirurgie de confort, c'est pas une chirurgie esthétique. Derrière, il y a tout un changement et on embarque l'entourage. Ah bah oui, bah, mon compagnon a eu quand même extrêmement peur. Enfin, voilà, mais il m'a encouragée, il m'a dit. Je crois qu'aussi, ce qui m'a permis de prendre la décision sereinement, c'est qu'un jour, j'hésitais beaucoup, j'étais beaucoup dans plein de questionnements, plein de panique. Et une fois, il m'a dit, mais Sophie, quoi que tu décides, je te suivrai. Et je crois que ça, c'était la plus belle preuve d'amour et de ce qu'on peut demander à l'entourage. C'est ton corps et c'est toi. Mais voilà. Et ça m'a permis de me dire, bah vas-y. Voilà. Donc en fait, si on résume, l'entourage, quand elle nous accompagne, c'est plus léger. Bah oui, c'est sûr que quand on est soutenu par son entourage, c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui est pénible, c'est une maladie où des fois on fait subir à son entourage des choses parce qu'on est en colère, mais on n'est pas en colère tous les jours heureusement, mais il y a des fois des émotions qui sont très fortes, quoi. Et du coup, oui, d'avoir le soutien de son entourage, mais d'en parler aussi, de dire, je crois qu'on est aussi responsable des fois de se replier trop sur sa carapace de poids, de dire ouais de toute façon on n'aime pas les gros, machin, tout ça. C'est vrai qu'il y a des stigmatisations, mais nous aussi on est responsable de pouvoir témoigner, de dire mais vous savez comment c'est dur de faire ça, vous savez comment ce que je vis au quotidien. Et puis de les aimer parce que voilà, ils sont formidables, on les a choisis, donc ils sont autour de nous et heureusement qu'ils sont là. Ils nous ont choisis aussi. Hein. Ah oui, il ne faut pas oublier. Ce qui est important aussi, ce qu'on rencontre aussi au sein de l'association, alors ils ne sont plus à l'association, c'est qu'une fois qu'ils ont bénéficié d'une chirurgie d'obésité, souvent, ils ne veulent plus revoir des personnes en obésité. Soit parce que c'est le reflet un peu de leur souffrance. Et moi, j'ai entendu des choses, des fois, généralement, je ne suis pas restée à l'association, en me disant, quand je vois cette otarie et tout, j'ai envie de lui dire, va te faire opérer. J'ai envie de dire, mais n'oublie pas d'où tu viens. L'histoire peut se répéter, on ne le souhaite absolument pas. Et c'est ça aussi qui est important, le regard qu'on peut porter. Donc, s'il y a des soignants ou des étudiants, il y a le Vie ma vie qui nous permet de vivre notre quotidien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la chirurgienne m'a fait 3 points d'interrogation. Je lui dis, c'est à toi. Elle n'est toujours pas là. Ces chirurgiens, ils attendent tout. C'est quand même dingue. Pourvu qu'ils soient là au bon moment. Elle pensait que c'était à 14h. Ah non, on est là. En tout cas, un énorme merci. Donc vous pouvez la rencontrer, elle voyage, elle est aussi sur le stand. Et merci d'avoir témoigné parce que c'est aussi une étape. Oui, t'as demandé. Je stresse un peu. J'ai parlé à France Bleu aussi, tu t'es bien débrouillée. Donc ça, c'est aussi effectivement, je trouve, dans le domaine de la santé, de faire parler des témoins du vécu. Parce que en tant que soignant, c'est important. Dans vos formations initiales, mais aussi en continu, l'importance d'avoir des mots d'impatience. Merci. Merci à toi, comme on dit, pour tout ce que tu as fait. Tu pensais faire du rab? Eh ben non. Ça va la digestion? Ça va? Pas trop de coups de mou? Sinon, vous avez le challenge parcours gonflable, là, si vous voulez vous réveiller un bon petit coup. Et puis, si vous voulez prendre des vitamines, il y a le vélo smoothie. Avec des fruits frais, ça fait du bien. On va accueillir donc le docteur Claudine Lang, qui est chirurgien viscéral et obésité au CHU de Haute-Saône-Vesoul et qui va nous parler. Ah, GH. Ah, j'ai mis I. Oh, écoute. Non, mais c'est un CHU. Ah, pardon, CH. Excuse-moi. C'est un GH. Un GH italien. Groupe hospitalier. Et va nous parler de la chirurgie de l'obésité, les traitements médicaux. C'est pas une baguette magique.
cette présentation et donc je me présente. Je m'appelle Pauline Lang, je suis praticien hospitalier depuis plus de 20 ans maintenant au groupe hospitalier de Haute-Saône qui s'appelait à l'époque l'hôpital de Vesoul. Et je pratique la chirurgie digestive. Ça fait une petite vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années que j'ai commencé à faire de la chirurgie bariatrique, très doucement parce que je n'étais pas forcément persuadée justement de la fameuse baguette magique, donc je me suis lancée avec prudence et surtout dans un contexte d'emblée pluridisciplinaire parce que ça paraissait tellement intuitivement indispensable que l'obésité ne soit pas juste un problème chirurgical. Alors vous allez voir que j'ai fait un topo qui est largement plus austère que ceux que vous avez vus jusqu'à présent, il n'y a pas de belles images. Peut-être que c'est parce que justement je veux faire passer le message que c'est pas une baguette magique, que c'est pas joli la chirurgie et que ça doit rester une pratique assez rigoureuse. Et puis surtout, on a eu une très belle présentation tout à l'heure par un psychothérapeute qui nous a rappelé que l'humilité, il ne fallait pas en avoir trop. Bah si, je crois que le chirurgien, il faut qu'il soit très humble sur ses résultats, parce qu'on n'est jamais à l'abri de complications, et que parce qu'en fait, ça ne résout pas tous les problèmes de mettre des agrafes sur un estomac. Alors, je vais revenir sur des bases que vous connaissez tous, je pense. Hein. Je ne connaissais pas exactement quel était le public, donc on va peut-être passer assez rapidement. La base de la pose d'indication de chirurgie de l'obésité, c'est le calcul de l'IMC. Vous savez tous ce que c'est, le poids sur la taille au carré. La chirurgie, c'est forcément un traitement de recours. Ce n'est pas un traitement de première intention. Et il doit être choisi uniquement après un suivi bien conduit d'1 an, en évoquant un certain nombre de sujets. Et si ce suivi médical est en échec, on peut commencer à parler de chirurgie. Et sans remise en question de ce qui a conduit à l'obésité, c'est vrai, je peux regarder là. La chirurgie conduit inexorablement à la reprise pondérale. C'est déjà le cas, même quand on fait tout bien. Mais alors si en plus on ne réfléchit pas à ce qui s'est passé avant, je pense que c'est vraiment inévitable. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à mettre des agrafes sur les estomacs pour faire maigrir les gens? C'est quand même un petit peu agressif. Hein. D'abord parce que l'obésité c'est une épidémie, c'est devenu un enjeu de santé publique. Actuellement, la population obèse sévère en France est évaluée à 500 000 personnes et ne cesse de croître. L'obésité très sévère commence à augmenter dans une population jeune avec des IMC supérieurs à 50. C'est une maladie chronique, même opérée, même mince. On est toujours des obèses quand on a été opéré. L'efficacité de la prise en charge médicale, elle n'est pas encore très bonne. Pour le moment, on atteint 5% de réussite sur une prise en charge médicale exclusive, et encore, je pense que je suis optimiste. Il y a peut-être des perspectives dans l'avenir. Surtout quand la perte de poids, évidemment, est très importante. Hein. Les techniques chirurgicales, quand elles sont bien orchestrées, elles permettent d'atteindre des pertes d'excès de poids qui sont quand même largement supérieures, de l'ordre de 70% de l'excès de poids à 2 ans. Seulement 50% à 5 ans en moyenne, comme vous voyez. C'est pas gagné, même opéré, on peut reprendre du poids. Et enfin, l'enjeu, c'est pas un chiffre. L'enjeu, c'est d'abord une amélioration de la santé, parce que l'obésité, c'est un problème de santé, et surtout le bien-être de la personne qui va recourir à la chirurgie. Alors pourquoi toujours? Parce que c'est un fait, l'espérance de vie d'une personne qui a un IMC supérieur à 40 est statistiquement raccourcie. Et qu'il y a une étude, SOS, qui est assez ancienne, qui a plus de 20 ans maintenant, qui montre que la chirurgie, malgré ses risques, allonge cette espérance de vie. Récemment, on a démontré que chez les diabétiques, à qui on réalise un bypass, on peut gagner 9 ans d'espérance de vie. Ça commence à faire. Juste pour mémoire, arrêtez de fumer, c'est 7 ans d'espérance de vie en plus. Évidemment, si on gagne des années de vie, c'est comment? C'est en améliorant les comorbidités qui accompagnent l'obésité sévère.
Et enfin, si la chirurgie bariatrique continue de vivre, c'est pas seulement à cause de ses résultats, mais c'est aussi qu'on en améliore les performances. On a de moins en moins de complications et on sait de mieux en mieux les gérer. Maintenant, ce qui se pose comme question avec pas mal de patients opérés, c'est les reprises pondérales, la notion de réintervention nécessaire et justement comment gérer cette reprise de poids. Alors à qui on va faire de la chirurgie bariatrique? Eh bien là, on doit respecter des règles liées aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Jérôme évoquait les différents parcours, mais là c'est incontournable pour faire de la chirurgie. Il faut faire la preuve que la personne est dans une certaine catégorie, avec un IMC à 40 si elle n'a aucun problème de santé, avec un IMC supérieur à 40 si elle n'a aucun problème de santé, et si l'IMC est entre 35 et 40, on peut recourir à la chirurgie bariatrique si elle s'accompagne d'une comorbidité au moins, parmi les 5 suivantes, donc l'hypertension artérielle, les troubles métaboliques dont le diabète, le type 2, l'apnée du sommeil, les atteintes ostéo-articulaires invalidantes et l'atteinte hépatique. Toujours des règles très codifiées par l'HAS. La chirurgie est donc un recours après un parcours de prise en charge pluridisciplinaire qui aboutit au projet chirurgical. C'est un parcours qui est obligatoirement d'au moins 6 mois, mais souvent plus, parfois plus d'1 an. Elle doit être confirmée, cette indication opératoire, par une concertation pluridisciplinaire, avec une réunion de concertation des différents acteurs, pour affirmer le projet chirurgical qui est convenu avec le patient. Et l'intervention, elle relève d'une entente préalable de l'organisme payeur, c'est-à-dire que le chirurgien doit présenter à la sécurité sociale un projet qui comporte l'indication, un dossier complet avec un résumé de la concertation pluridisciplinaire où chacun a donné son avis et un engagement écrit désormais du patient pour son suivi pour toute sa vie avec une information détaillée préopératoire qui lui a été remise. Et puis grâce à cette intervention, le patient participe au choix chirurgical et c'est affirmé dans le projet. Alors comment on fait cette chirurgie bariatrique? Avec le parcours préopératoire d'abord, donc évidemment un bilan médical et la prise en charge des comorbidités, un bilan nutritionnel avec une étude du comportement alimentaire, la recherche de troubles du comportement alimentaire, un travail sur l'alimentation avec un nutritionniste, un suivi psychologique pour travailler sur les éléments de vie qui ont pu favoriser l'obésité, sur les troubles du comportement alimentaire pour évaluer la stabilité émotionnelle, la stabilité en cas de pathologie psychiatrique avérée. Parfois, une pathologie psychiatrique conduit à l'obésité, et donc c'est un peu la double peine. Ça a longtemps été une contre-indication à la prise en charge chirurgicale, mais avec une bonne évaluation, on peut parfois poser des indications. Dans ce parcours, il y a la mise en place d'une activité physique qui est fort recommandée. L'information chirurgicale préopératoire doit être faite, bien comprise, et c'est comme ça qu'on construit le projet chirurgical avec un bilan préopératoire et une évaluation du risque opératoire. Dans ce parcours, sont parfois mises en évidence des contre-indications à la prise en charge chirurgicale, soit liées au terrain du patient, soit liées au comportement alimentaire, soit liées au suivi psychologique. Les acteurs de ce suivi sont le médecin endocrinologue, le médecin nutritionniste ou le nutritionniste, le psychothérapeute, parfois le psychiatre, un kiné, un prof APA et le chirurgien en dernier. Comment ça marche la chirurgie bariatrique? Ça marche par 2 grands principes. Ça marche par la restriction et ça marche par la malabsorption. Donc on va aborder l'aspect un peu plus technique. Les techniques chirurgicales sont actuellement presque toutes réalisées sous célioscopie. C'est exceptionnel qu'on soit amené à ne pas travailler en vidéochirurgie. Certaines sont même assistées robotiquement désormais. La restriction, elle est constante dans tous les actes chirurgicaux. Il y a toujours une réduction du bol alimentaire, une volonté de réduction du bol alimentaire,
Et c'est le geste qui porte sur l'estomac qui fait cette restriction. La malabsorption n'est pas dans toutes les chirurgies de l'obésité, elle est optionnelle si j'ose dire. C'est ce qui va porter sur l'intestin et c'est ce qui va conduire à une modification de la digestion. Et donc, quelque part, une modification diminuer la rentabilité de l'alimentation. Alors les techniques, vous voyez arriver un dinosaure là, mais je le mets quand même parce que l'anneau gastrique a existé, que c'était la technique de choix qu'on avait dans les années 2000. Maintenant, c'est démodé. C'est moins de 10% des interventions. Ça reste quand même la seule technique vraiment réversible, avec un risque opératoire moindre aussi, un moindre résultat en termes pondéral, avec des indications qui sont peut-être marginales, mais il ne faut peut-être pas complètement l'oublier. Alors, l'anneau gastrique, qu'est-ce que c'est? C'est le calibrage de l'estomac, que vous voyez là, par une petite ceinture qu'on met de façon codifiée, en laissant ici le volume d'environ un yaourt. Cette ceinture, elle est gonflable, elle est reliée sous la peau à une petite boîte, et lorsqu'on gonfle cette petite boîte, on gonfle la ceinture, et on serre la sortie de l'estomac. Inutile de dire que forcément, l'estomac, il est vite plein avec cette technique-là. Lorsque l'anneau est bien respecté, une personne qui mange normalement avec un anneau, c'est une personne qui mâche bien son alimentation, qui mange peu, et qui attend que ce petit estomac se vidange, le temps de ne plus avoir faim. Sauf que ça ne marche pas comme ça, et que les gens, les personnes mangent plus, finissent par vomir, et que ça conduit à des conduites paradoxalement de troubles alimentaires, avec un fonctionnement je vomis, je mange, je vomis. Donc l'anneau est vite passé de mode, nécessite un suivi, comporte pas mal de complications. Et 10 ans après la pose des anneaux, on a 50% des anneaux qui sont réopérés pour cause de complications ou d'échappement au traitement. Donc c'est une technique qui a été largement abandonnée. Une technique que tout le monde connaît aussi, c'est la sleeve gastrectomie. La sleeve gastrectomie, c'est une technique irréversible qui consiste à transformer l'estomac, qui est un espèce de sac, en un tube. Inutile de préciser que ça réduit considérablement le volume de l'estomac. Comme l'estomac est un muscle qui se spasme, au début on mange très peu, puis ça se détend et on peut manger un petit peu plus. L'objectif est de transformer un repas normal en une petite assiette. Alors ça c'est la belle image, mais on sait très bien qu'on peut forcer cette sleeve gastrectomie, on sait très bien aussi que ça peut occasionner des reprises pondérales et ça peut aussi favoriser le grignotage. Alors la sleeve, c'est 70% des interventions réalisées en France, un peu en diminution depuis 4 ans, parce qu'il y a eu des verrous mis en place par les autorités de santé. C'est une technique restrictive, essentiellement irréversible, hein, on ne peut pas remettre ce qu'on a enlevé. Elle nécessite, comme toutes les techniques pratiquées, un suivi à vie et une vitaminothérapie post-opératoire. Le résultat qui est attendu, c'est celui que je l'ai donné tout à l'heure, c'est une perte d'excès de poids d'environ 70% à 2 ans, 50% à 5 ans. La mortalité est presque nulle, hein, on est très bas. En revanche, il y a environ 2% de complications post-opératoires, assez rapidement décelables, des carences parfois tardives. Et l'effet indésirable majeur de cette chirurgie, c'est le reflux gastro-œsophagien avec des troubles au niveau de l'œsophage, des douleurs, hein, et parfois tellement invalidants que ça peut nécessiter une réintervention. C'est aussi une intervention actuellement considérée comme une première étape, parfois pour des obésités très sévères avec des IMC supérieurs à 50. La technique, on va dire emblématique, de chirurgie de l'obésité, c'est le bypass en Y. C'est la technique la plus ancienne, quelque part, qui a été mise au point il y a plus de 40 ans. Moins pratiquée parce qu'un petit peu plus technique, mais qui a prouvé, peut-être pas son innocuité, mais des suites opératoires assez bien contrôlables. Ça consiste à ne rien enlever. En revanche, on sépare l'estomac, on retrouve dans sa globalité ici, en une toute petite partie
et on laisse de côté l'autre partie, mais elle n'est pas retirée. L'estomac, il se termine, enfin il se poursuit par une zone ici qui est un carrefour digestif, puisque dans la zone que j'entoure ici, il y aurait le foie qui apporterait la bile. Dans le petit creux qui est là, il y aurait le pancréas qui apporterait le suc pancréatique. Et c'est l'association de l'acide produit par l'estomac, de la bile et du suc pancréatique qui font la digestion des aliments. Ensuite, c'est l'intestin grêle. Lorsqu'on réalise un bypass, on mesure ici une distance de 50 cm. C'est difficile à mettre sur le dessin. On coupe l'intestin. On prend l'intestin qui était au bout ici. On le remonte à la sortie de l'estomac. Ici, entre A et B, on mesure en fait 1,50 m et on refait une jonction. Quand la personne opérée mange, déjà, on voit bien que l'estomac est très petit. On se doute qu'il ne brassera pas les aliments. D'où l'indispensable de mâcher et de prendre le temps de manger dans cette technique. Autant que dans les autres, hein, mais on comprend très clairement pourquoi c'est indispensable. Et la nourriture sort de l'estomac, tranquillement, sans être digérée. Elle va rencontrer les sucs digestifs à la jonction ici, donc, en résumé, 2 mètres plus loin que d'habitude. Et la digestion, elle commence ici. Le reste d'intestin est largement suffisant pour éviter les problèmes de malabsorption majeure. C'est une technique avant tout restrictive, mais elle décale la digestion. Ce qui fait qu'il y a un véritable effet hormonal. Pour résumer, 30% des interventions réalisées, c'est des bypass, et c'est une intervention qui est plutôt en progression dans sa proportion. C'est une technique surtout restrictive, un petit peu malabsorptive. Le suivi nutritionnel et la vitaminothérapie à vie sont indispensables. Le résultat attendu, assez proche de la sleeve, vous voyez que ce sont exactement les mêmes chiffres, statistiquement. Pourtant, on sait maintenant qu'à 10 ans, le bypass est un petit peu d'efficacité plus stable. L'intérêt du bypass, c'est son effet hormonal, avec une technique de choix pour le diabète, puisque grâce à ce décalage de la digestion, le jeu des sécrétions hormonales est modifié, et on obtient 70 à 80% de rémission des diabètes de type 2. Le risque global, il est un peu supérieur à la sleeve en termes de complications. La mortalité est toujours proche de 0. Les complications un petit peu plus élevées sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'il faut ajouter aux complications de la sleeve, il y a les mêmes pour le bypass, le risque d'occlusion intestinale. C'est une intervention qui est techniquement réversible. On n'a rien enlevé, on peut tout démonter. Objectivement, les chirurgiens ne courent pas après le démontage d'un bypass, hein, c'est pas pour ça qu'on le fait. En revanche, c'est une intervention qui n'a pas forcément de suite, c'est-à-dire que le bypass étant fait, il n'y a pas beaucoup d'interventions de recours derrière en cas de reprise pondérale. Raison pour laquelle il faut se poser des questions sur les obésités très massives. Alors je ne détaillerai pas les techniques malabsorptives, qui sont toutes très agressives. Il y en a une ribambelle maintenant. Elles ont fleuri ces derniers temps, justement avec les obésités très sévères et avec les reprises pondérales. Le problème, c'est que pour le moment, aucune n'est vraiment validée. Elle ne représente que 1 à 2% des interventions réalisées en France. C'est assez marginal. Mais l'augmentation de l'IMC, les obésités très massives auxquelles on est confronté maintenant, vont forcément faire se poser des questions sur ces techniques-là. L'idée étant de court-circuiter la quantité d'intestin juste. Quand c'est trop, on risque la dénutrition. Quand c'est pas assez, on risque l'échec. On voit bien que ce n'est pas un problème d'arithmétique. Ce n'est pas une question chirurgicale. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire autour. Il ne faut pas en arriver à se poser combien d'intestins il faut enlever dans une chirurgie. Je crois que le débat, il n'est pas là. Peut-être qu'on en aura besoin de ces techniques très malabsorptives.